L'anime débute en montrant Tokyo en 2021, une ville laissée en ruine à cause de l'épidémie Gastrea, un virus parasitaire. Ce virus a forcé tout le monde à vivre à l'intérieur d'immenses murs en varanium, un métal spécial qui éloigne les monstres Gastrea. À cette époque, il y avait ce gars nommé Satomi Rantaro. Il se promenait avec un regard vide, comme s'il n'avait plus d'espoir. Tout autour de lui, des tentes étaient installées, et les gens se rassemblaient pour se protéger des attaques de Gastrea. Au loin, on pouvait voir de la fumée s'élever, et dans le ciel, plusieurs avions de chasse décollaient et explosaient jusqu'à ce que soudain, Gastrea vole bas au milieu de l'évacuation, ce qui fait que les troupes militaires détruisent immédiatement la créature. Il s'est écrasé près des tentes, effrayant beaucoup de gens. Rantaro, qui était tombé pendant le chaos, savait qu'il devait continuer à survivre. 10 ans plus tard, Rantaro est maintenant lycéen. Il travaille pour le service de sécurité civile Tendo, pourchassant les Gastrea avec sa partenaire, Ehara Anju. Elle est une fille spéciale. Sa mère a été infectée par le virus Gastrea, ce qui l'a transformée en ce qu'ils appellent un enfant maudit. Ces enfants maudits ont des capacités surhumaines car ils sont nés avec le virus Gastrea en eux. Ainsi, Rantaro et Anju font équipe pour affronter ces monstres dégoûtants. Un jour, l'inspecteur Tadashima Shijutoku a eu un tuyau sur la présence de Gastrea quelque part. Donc, lui et Rantaro se sont rendus dans un appartement où ils pensaient que la créature pouvait se cacher. À l'extérieur de l'appartement, un tas de flics montaient la garde. Lorsque Rantaro a enfoncé la porte, ils ont trouvé 2 officiers morts et un gars portant un masque. Ce type masqué prétendait lui aussi être à la chasse aux Gastrea, mais il pouvait facilement faire du mal aux autres, ce qui perturbait son travail. Rantaro a essayé de lui donner quelques coups, mais ce mec masqué était super rapide et fort. Il a réussi à s'échapper en disant qu'il était le gars qui voulait détruire le monde. Pendant ce temps, Anju était plutôt contrariée parce que Rantaro l'avait laissé derrière. Elle marmonnait en courant. En chemin, elle a repéré un gars qui se transformait en monstre après avoir attrapé le virus Gastrea. Heureusement, Rantaro et Shijutoku sont arrivés juste à temps. Ils ont tiré des balles en varanium qui ont paralysé le monstre, et Anju l'a achevé d'un puissant coup de pied. Après un moment, Rantaro est revenu au bureau et a dû faire face à son patron, Tando Kizara. Elle était assez contrariée parce qu'il avait oublié de demander de l'argent à la police pour acheter des germes de soja à prix réduit. Elle s'est également plainte du fait que leur bureau manquait de fonds car ils avaient des gens peu fiables comme lui qui y travaillaient. Le soir, Rantaro et Anju ont apprécié leur dîner avec différents plats de germes de soja qu'ils avaient achetés plus tôt. Le lendemain matin, il a sauté sur son vélo pour se rendre à l'école et a même pris le temps de marcher avec Anju jusqu'à son école, qui était dans un endroit différent. En chemin, Rantaro espérait qu'un jour, lui et Anju pourraient aller à la même école parce qu'il s'inquiétait qu'elle garde son identité d'enfant maudit secrète. Elle l'a rassuré en disant que ses amis n'avaient aucune idée de sa vraie nature jusqu'à présent, alors il ne devrait pas trop stresser à ce sujet. En classe, Rantaro a soudain reçu un appel de Kizara, lui disant qu'il devait se rendre au ministère de la Défense. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont été surpris de trouver tous les fonctionnaires du gouvernement de la région de Tokyo rassemblés, y compris d'autres promoteurs se tenant aux côtés de leurs initiateurs alignés dans la pièce. Peu après, un grand écran a montré Setanshi, qui est la chef du gouvernement de Tokyo, et son conseiller, Tando Kikunoju, faisant une annonce. Ils ont confié une mission aux fonctionnaires du gouvernement et à leurs promoteurs, détruire les Gastrea et récupérer une mallette qui se trouvait à l'intérieur de l'une de ces créatures. À ce moment-là, un homme masqué nommé Hiruko Kajtan est apparu dans la pièce. Il a appelé sa fille, Hiruko Koina, qui était aussi son initiatrice, et a dit qu'il participerait à la mission pour récupérer la mallette contenant l'héritage des 7 étoiles. Parce que Kajtan était considéré comme une menace, tout le monde dans la pièce a commencé à lui tirer dessus. Mais cet homme masqué a levé un bouclier transparent qui a arrêté les balles. Il a prétendu qu'il était principalement constitué d'équipements en varanium, ayant remplacé la plupart de ses organes par cela. Il a également dit qu'il faisait autrefois partie de l'armée de l'Est et a rejoint une unité appelée Unité Mécanisée Spéciale 787, qui avait quelque chose à voir avec les problèmes de Gastrea. Un des officiers du gouvernement était choqué parce que l'unité 787 était un groupe spécial qui traitait des problèmes de Gastrea. Tout en parlant, Kajtan a commencé à tirer dans toutes les directions, renversant tout le monde. Avant de partir, il a laissé une boîte à Rantaro. Pendant ce temps, un homme a reçu de mauvaises nouvelles concernant un important responsable assassiné avec la tête coupée. Rantaro a remarqué la boîte, qui avait maintenant du sang frais qui en suintait, et a commencé à soupçonner que la tête du responsable pourrait être à l'intérieur. À l'écran, Setanshi exhorta tout le monde à récupérer cette mallette dès que possible, car si elle tombait entre de mauvaises mains, elle pourrait être utilisée pour détruire le mur monolithe, ce qui pourrait entraîner une attaque massive de Gastrea et anéantir l'humanité. Quelques jours plus tard, Rantaro et Anju se promenaient sur le marché quand ils ont été témoins d'une fille poursuivie par 2 agents de sécurité. Les agents affirmaient qu'elle avait volé quelque chose et avait presque blessé quelqu'un. Cette fille, qui s'avérait être un enfant maudit,
tendit la main à Anju pour obtenir de l'aide, mais Rantarou l'arrêta, alors les agents attrapèrent la fille et l'emmenèrent. Anju en fut vraiment triste car cela lui rappelait son propre passé difficile. Voyant à quel point Anju était bouleversé, Rantarou décida de suivre où les agents de sécurité emmenaient la fille. Ils se retrouvèrent dans un vieux bâtiment où Rantarou vit ses agents maltraiter la fille, lui cognant la tête et même tirant sur elle avant de la laisser là. À sa grande surprise, la fille était toujours en vie, alors il l'emmena précipitamment à l'hôpital. Heureusement, le médecin parvint à la sauver et mentionna qu'elle avait un système immunitaire vraiment fort. Rantarou s'assura de couvrir toutes ses dépenses médicales et demanda au médecin de bien s'occuper d'elle. En rentrant chez lui, Rantarou pensait à ses dépenses croissantes, surtout avec le fardeau supplémentaire de payer les frais d'hôpital de la fille. Alors qu'il marchait dans une rue calme, Kajtan apparut soudainement et pointa un pistolet sur Rantarou. Rapidement, Rantarou parvint à désarmer l'homme masqué et à inverser la situation. Kajtan appela alors sa fille, Koina, et lui ordonna de couper le bras de Rantarou. Juste au moment où elle s'apprêtait à attaquer, Anju arriva pour arrêter l'action de Koina. Kajtan proposa également que Rantarou fasse équipe avec lui pour une mission et partagea sa perspective sur les choses terribles qui se passaient à Tokyo, ramenant les souvenirs de Rantarou sur la façon dont les gens traitaient cruellement les enfants maudits. Kajtan offrit même de l'argent à Rantarou pour le rejoindre, mais Rantarou refusa en tirant dans l'argent dans la mallette. À ce moment-là, ils entendirent les sirènes de la police, alors Kajtan décida de partir. Il demanda aussi à Rantarou de visiter l'école d'Anju le lendemain pour découvrir ce qui se passait dans la communauté. Kajtan reconnut la grandeur de Rantarou et Anju, le faisant hésiter à les vaincre tous les deux. Le lendemain, Rantarou entendit des rumeurs qui circulaient à l'école selon lesquelles Anju était un enfant maudit. Il rencontra Tanin, l'un des enseignants, pour clarifier la vérité. Tanin mentionna qu'Anju avait quitté la classe après que ses amis aient découvert les rumeurs. Rantarou se précipita chez lui pour trouver Anju, mais elle était introuvable. Il se rendit donc dans un canal souterrain pour rencontrer Matsuzaki, l'homme qui s'occupait et enseignait aux enfants maudits à contrôler leurs émotions et à vivre comme des enfants normaux. Lorsque Rantarou montra la photo d'Anju à Matsuzaki et demanda où elle était, l'homme d'âge moyen prétendit ne l'avoir jamais vue. Étonnamment, Matsuzaki suggéra à Rantarou de trouver un nouvel initiateur pour remplacer Anju. Rantarou fut agacé par la façon dont Matsuzaki traitait les enfants maudits comme des outils, alors il décida de partir en se remémorant son temps et ses expériences avec Anju. Peu de temps après le départ de Rantarou, Matsuzaki informa Anju, qui se cachait, de la gentillesse de Rantarou et lui demanda si elle voulait vraiment quitter son collègue promoteur. Lors d'une autre occasion, déterminé à ne pas abandonner, Rantarou rencontra le professeur Muroto Sumire pour partager ce qui s'était passé avec Anju. Après sa conversation avec Sumire, Rantarou reçut un appel de Tanin, qui dit qu'Anju était arrivé à l'école. Sans réfléchir, Rantarou se précipita à l'école d'Anju, où elle faisait face au rejet de ses amis, y compris sa meilleure amie, qui choisit de se distancer. Rantarou essaya d'assurer à Anju qu'il lui trouverait une autre école, mais elle refusa car elle s'était fait beaucoup d'amis là-bas. Pendant ce temps, un hélicoptère envoyé par Kizara atterrit et emmena Rantarou et Anju à un endroit où Gastrea avait été repéré. Kizara les informa de l'apparition de Gastrea dans la forêt, et Rantarou et Anju durent s'en occuper immédiatement. Alors que l'hélicoptère survolait la forêt, Anju repéra le Gastrea en dessous et sauta pour l'attaquer. Rantarou demanda au pilote de baisser l'hélicoptère pour qu'il puisse descendre à l'aide d'une corde. Avec les capacités remarquables d'Anju, elle parvint à ouvrir le corps de la créature et à récupérer la mallette à l'intérieur. Alors qu'elle courait vers Rantarou, des larmes coulaient sur son visage. Elle était profondément attristée par le fait que beaucoup de gens détestaient Rantarou, même s'il venait de les sauver d'un monstre féroce. Rantarou essaya de la réconforter et lui assura qu'il serait toujours là pour elle. Mais au moment où Rantarou allait prendre la mallette, Kajtan apparut soudainement et l'arracha. Rantarou tenta de la récupérer, mais malheureusement, il fut frappé par l'épée de Kajtan. Même lorsque Kajtan fut acculé, il tira sur Rantarou, le faisant tomber dans la rivière en dessous de la falaise. Quelque temps plus tard, Rantarou, miraculeusement survivant, se réveilla enfin. Kizara, qui veillait sur lui, l'informa qu'il avait été inconscient pendant une journée. Elle expliqua également que la mallette que Kajtan avait emportée contenait un catalyseur capable d'invoquer un puissant Gastrea de stade 5 qui pouvait menacer le destin de l'humanité sur Terre. Rantarou se sentait agité et voulait faire quelque chose à ce sujet, mais Kizara le pressa de se reposer jusqu'à ce qu'il se soit entièrement rétabli. Rantarou, rongé par la culpabilité, s'excusa de ne pas avoir pu récupérer la mallette. Kizara, à son tour, lui dit qu'il devrait présenter ses excuses à Anju, qui dormait profondément, blotti avec lui sous la couverture. Quand Rantarou vit la petite fille, il s'excusa auprès d'elle pour lui avoir causé du souci. Il n'y a pas si longtemps, Kizara reçut un appel de Setanchi, lui demandant de participer à une opération pour traquer Kajtan. Après l'amélioration de l'état de Rantarou, Sumire vint dans sa salle de traitement et lui remit un sac contenant des armes et un médicament AGV expérimental car il s'apprêtait à se lancer dans une mission conjointe.
à l'extérieur de l'hôpital, Anju semblait l'attendre, et ils partirent tous deux en avion avec les autres promoteurs. Lorsqu'ils arrivèrent dans une forêt, tous les promoteurs et initiateurs se séparèrent pour chercher Kajtan. En cherchant, Rantaro et Anju virent un nuage de fumée sur une colline et pensèrent qu'un promoteur utilisait des explosifs pour attaquer le Gastrea. À ce moment-là, un Gastrea apparut, alors ils coururent et sautèrent dans un ravin. Dans le ravin, ils trouvèrent un bâtiment où Sanju Kayo, une initiatrice qui avait rompu avec son promoteur, Ikuma Shugen, vivait. Après lui avoir convaincu qu'il n'était pas de mauvaise personne, Rantaro aida Kayo à soigner une blessure à son bras. Peu de temps après, un appareil de communication sonna, et Kayo répondit. Shugen l'informa qu'il avait réussi à localiser Kajtan. Sans perdre de temps, ils se dirigèrent vers l'emplacement de Shugen. Malheureusement, en chemin, ils furent entourés par des dizaines de Gastrea. Kayo demanda à Rantaro et Anju de continuer et d'aider Shugen, tandis qu'elle décidait de faire face seule à ces monstres vicieux. Après avoir marché pendant un certain temps, Rantaro et Anju arrivèrent à une scène macabre remplie des restes de promoteurs vaincus. Ils trouvèrent même Shugen, qui avait une énorme épée plantée dans le dos. Pendant ce temps, sur le toit d'une église voisine, Kajtan et Koina apparurent, prêts à défier Rantaro. En même temps, Setanchi et d'autres hauts responsables surveillaient les promoteurs sur le terrain, y compris Rantaro. Setanchi appela Kizara pour se renseigner sur les capacités de Rantaro alors qu'il affrontait Kajtan. Kizara exprima sa confiance que Rantaro sortirait victorieux. Elle partagea une histoire sur la façon dont Rantaro l'avait autrefois sauvé d'une attaque de Gastrea qui avait coûté la vie à ses parents. Dans ce récit héroïque, Rantaro était prêt à sacrifier son bras droit, sa jambe et même son œil gauche pour la protéger. À la suite de cet incident, Rantaro fut rapidement transporté à l'unité 22 pour une opération. Un des hauts fonctionnaires qui connaissait l'unité fut surpris en entendant cette histoire. Passant à Rantaro, qui était dans une bataille acharnée avec Kajtan, il parvint à briser le bouclier de Kajtan et à toucher l'homme masqué. Il révéla fièrement ses bras, jambes et yeux en métal de Varadium, affirmant qu'il était également un ancien membre de l'unité mécanisée spéciale 787 de l'armée. Kajtan rit en réalisant qu'il partageait ce passé, et il tira promptement sur Rantaro. Rantaro grimpa sur le toit du bâtiment, où Kajtan proposa à nouveau que Rantaro le rejoigne en tant qu'allié. Cependant, Rantaro refusa fermement et continua son assaut contre Kajtan jusqu'à ce qu'il perde finalement connaissance. Anju fut témoin de cela et tenta d'aider son promoteur en attaquant Kajtan, qui avait l'intention de la tirer dessus. Rantaro se précipita pour sauver Anju, même s'il devait endurer un coup sévère de l'homme masqué, le laissant gravement blessé et écroulé. À ce moment-là, Rantaro récupéra le médicament expérimental que Sumire lui avait donné, se rappelant de ses paroles sur le fait qu'il était fabriqué à partir du virus Gastrea et conférait aux humains la capacité de régénérer. Cependant, il y avait 20% de chances de se transformer en Gastrea, alors Sumire lui avait conseillé de l'utiliser avec parcimonie si possible. Ne voulant pas abandonner le combat, Rantaro décida enfin d'utiliser le médicament de Sumire, qui guérit miraculeusement rapidement ses blessures. Il se remit sur pied et continua de se battre contre Kajtan jusqu'à ce que l'homme masqué soit vaincu et tombe dans l'océan en dessous. Voyant Kajtan se noyer, Koina cria, appelant son père. Rantaro dit à Anju que Koina n'était plus leur ennemi car elle semblait impuissante. Peu de temps après, Rantaro reçut une communication de Kizara, qui l'informa qu'ils avaient sécurisé la mallette de Gastrea. Elle avertit également qu'un Gastrea de stade 5 était apparu, alors elle dirigea Rantaro et Anju vers les cieux, une arme avancée conçue pour combattre les Gastrea de haut niveau. En atteignant la machine, Rantaro essaya de l'activer et de s'assurer que l'arme pouvait être utilisée à distance. Kizara le remercia et dit qu'elle s'occuperait du reste. Cependant, juste au moment où Rantaro s'apprêtait à tirer sur le Gastrea, Kizara l'informa que les balles de Varanium étaient vides. Cela poussa Rantaro et Anju à se précipiter dans une pièce pour recharger les balles. Malheureusement, ils ne purent trouver aucune balle disponible dans la pièce, alors Rantaro décida de retirer son bras en Varanium et de l'utiliser comme balle. Ils furent également contraints de faire fonctionner l'arme directement car elle ne pouvait pas être contrôlée à distance. Après quelques difficultés, Rantaro parvint à se calmer et visa enfin le Gastrea, tirant une balle de Varanium qui détruisit avec succès le monstre. Après que Rantaro soit sorti de la machine de l'escalier des cieux, il s'approcha de Kayo, qui avait vaillamment combattu contre de nombreux Gastrea malgré ses blessures graves. Kayo, réalisant qu'elle se transformait en l'un de ces monstres, supplia Rantaro de mettre fin à sa vie en tant qu'humaine. Quelques jours plus tard, Rantaro rencontra Setanchi pour rapporter que la mallette trouvée à l'intérieur du corps du Gastrea ne contenait qu'un tricycle cassé. Il s'enquit également des informations précédentes concernant un catalyseur dans la boîte, mais elle refusa de s'expliquer, le laissant frustré. Il quitta la résidence de Setanchi et dehors, il trouva Anju qui l'attendait. Ils contemplèrent les paroles de Setanchi et décidèrent de viser des rangs plus élevés en tant que promoteurs et initiateurs. Dans le laboratoire de Sumire, les données montraient que le niveau émotionnel d'Anju était assez élevé, atteignant 42,8%.
Ils notèrent que si son niveau émotionnel atteignait 50%, elle subirait des dommages physiques. Rantaro repéra Kisara engagée dans un intense entraînement au combat indépendant. Elle avait clairement maîtrisé plusieurs techniques de combat de haut niveau, le laissant impressionné. Il n'y a pas si longtemps, lui et Anju s'entraînaient ensemble. Lors de leur pratique, Rantaro tira des balles sur Anju, et elle les esquiva habilement, lui assénant un coup de pied puissant qui le prit au dépourvu. Un peu plus tard, alors que Kisara et Rantaro rentraient chez eux, ils discutèrent de l'inscription imminente d'Anju à l'école. Rantaro ne lui avait pas encore trouvé une école adaptée. Kisara suggéra d'inscrire Anju dans une école située dans un quartier extérieur, mais Rantaro hésita, craignant pour la sécurité d'une jeune fille comme Anju dans la région. Kisara l'informa ensuite que Setanchi l'avait recrutée pour être son garde du corps personnel. Le lendemain, il alla voir Setanchi chez elle dans l'intention de refuser le poste offert par le chef de Tokyo. Cependant, après avoir fait face à plusieurs gardes du corps de Setanchi qui le mettaient en garde contre le refus du poste, il retourna finalement vers elle et accepta la position de son garde du corps personnel. Rantaro fit cela parce qu'il sentait que Setanchi était en danger, surtout avec son garde du corps actuel semblant essayer d'influencer ses décisions. En rentrant chez lui, Rantaro rencontra une jeune fille nommée Tina Spro qui était maltraitée par certaines personnes. Il intervint, montrant son badge de sécurité pour arrêter les agresseurs. Rantaro s'assit ensuite avec Tina sur un banc du parc, où elle prit des pilules de caféine pour l'aider à rester éveillée pendant la journée car elle était plus active la nuit. Rantaro suggéra que Tina contacte le poste de police, mais elle refusa, prétendant savoir où il habitait, et elle partit. En chemin, Tina reçut un appel de son patron, à un rang, et signala qu'elle avait réussi à infiltrer la zone de Tokyo avec pour mission d'assassiner Setanchi. Cette nuit-là, après s'être préparée, elle partit pour accomplir sa mission et rencontra plusieurs policiers. Un lui ordonna d'éliminer les policiers. Pendant ce temps, avec Rantaro comme garde du corps, Setanchi rendit visite à Setatsujan, le chef du district d'Osaka, que Rantaro considérait comme dangereux. Dans une salle de réunion avec Sujan, l'homme d'âge moyen exprima son désir de transporter l'arme Evenes Lade sur la Lune, ce qui lui permettrait de détruire facilement les Gastrea et de dominer le monde en menaçant divers pays avec l'arme. Setanchi n'était pas d'accord avec la proposition de Sujan et quitta la pièce. Sur le chemin du retour, Anju, qui était également dans la même voiture que Rantaro et Setanchi, exprima un sentiment d'inquiétude. Rantaro devint immédiatement vigilant, et soudain, leur voiture fut la cible de coups de feu mystérieux. Rantaro s'assura rapidement de la sécurité de Setanchi et la confia à son garde, qui l'emmena dans un endroit sécurisé. Rantaro et Anju enquêtèrent ensuite sur le site de l'attaque, mais leurs agresseurs avaient déjà fui. Pendant ce temps, Tina rapporta que sa mission avait échoué en raison de l'interférence de civils, et elle se demanda qui l'avait contrecarré cette nuit-là. Quelques jours plus tard, Rantaro rencontra Tina et lui apporta des takoyaki. Il la nourrit même car elle n'avait pas touché à la nourriture qu'il lui avait apportée. Tina s'ouvrit, mentionnant que Rantaro était la première personne à la traiter gentiment. Peu après, elle reçut un appel de son patron, lui ordonnant de se rendre dans un lieu caché et de recevoir un message pour éliminer Kisara. Pendant ce temps, Rantaro se rendit à l'école pour rencontrer Shiba Miori, qui l'aidait à rassembler des informations sur le tireur d'élite ciblant Setanchi. Lors de leur rencontre, il sollicita également son aide pour découvrir des détails sur Sujan, la personne qui avait commandé le tireur d'élite. Après avoir conclu sa discussion avec Miori, Rantaro visita Sumire, qui partagea des informations sur 3 soldats de mécanisation comme lui, créés par Grunwald. Parmi eux se trouvait Kajtan, que Rantaro avait déjà vaincu. Une fois que Sumire eut terminé son histoire, Rantaro demanda à Anju de rentrer chez elle. Cependant, Sumire demanda qu'il laisse Anju au laboratoire car elle voulait discuter de plusieurs sujets avec la fille. Sur un autre front, Tina était en communication avec Ain, qui lui fournissait des informations sur Kisara et Anju. Malheureusement, juste au moment où Ain allait révéler le promoteur d'Anju, le téléphone portable de Tina glissa, interrompant son appel avec Ain. Sans perdre de temps, Tina se précipita vers le bureau de la sécurité civile et trouva Kisara à son bureau, lançant une attaque immédiate sur sa cible. Kisara se retrouva acculée et appela Rantaro à l'aide. Rantaro se précipita pour la secourir, mais il interrompit ses attaques en réalisant que Tina visait en réalité Kisara. Avec agilité, Tina parvint à échapper à la scène. Un peu plus tard, Rantaro et Anju revinrent accompagner Setanchi, qui se préparait à rencontrer Sujan une fois de plus. À leur arrivée à destination, Tina ouvrit le feu sur Setanchi. Heureusement, Rantaro se mit rapidement à couvert et escorta Setanchi vers la sécurité d'un parking voisin pour la protéger des tirs de Tina. Rantaro et Anju sortirent ensuite de la voiture pour évaluer la situation, et Anju se lança à la poursuite du tireur. Cependant, Setanchi pressa soudain Rantaro de rappeler Anju, le mettant en garde contre le fait qu'Anju faisait face à un redoutable soldat mécanisé qui ne serait pas facilement vaincu. Rantaro fit immédiatement l'appel, mais c'est Tina qui répondit et laissa tomber le téléphone portable par terre. Suite à cet incident,
Rantaro et Kisara reçurent des nouvelles alarmantes selon lesquelles Anju avait subi des blessures graves, nécessitant une prise en charge intensive pendant plusieurs jours. Pendant ce temps, Kisara informa également Rantaro du troisième rendez-vous imminent entre Setanchi et Sujan, prévu pour le lendemain soir. Rantaro devait se préparer à son rôle d'escorte une fois de plus. Peu de temps après avoir entendu cette nouvelle, le corps épuisé de Rantaro céda, et il s'effondra dans les bras de Kisara. En se réveillant et en sortant de l'hôpital, Rantaro ne put s'empêcher de penser à Anju et aux actions de Tina. C'est à ce moment-là qu'un des gardes du corps de Setanchi nommé Yasukawa Takuto s'approcha de Rantaro, le narguant qu'il ne servirait plus de garde du corps après avoir perdu son initiatrice. Agacé par le commentaire, Rantaro attrapa Takuto par le col et affirma qu'il continuerait son devoir de protéger Setanchi. Pendant ce temps, Tina reçut un autre appel de son patron, qui la briefa sur les plans des gardes du corps de Setanchi pour protéger les dirigeants de la zone de Tokyo. Au cours de l'appel, Ain exprima sa frustration que Tina n'ait pas éliminé les policiers et les civils qui avaient essayé de s'interposer dans sa mission. Cependant, Tina tenta de tromper son patron en prétendant faussement qu'elle s'en était occupée. Avant de raccrocher, Ain laissa entendre de manière sinistre que Tina pourrait devoir recourir à des mesures extrêmes si elle ne pouvait pas accomplir sa mission. Une fois l'appel terminé, Tina sortit du bâtiment et le fit exploser, espérant que Rantaro ne la confronterait pas à nouveau. Ses espoirs furent anéantis quand il apparut soudainement et la défia de continuer leur combat. Les deux se lancèrent dans un combat, Rantaro luttant initialement contre les attaques de Tina. Cependant, il parvint à trouver un endroit dissimulé qui échappait à l'attention de Shanfield, une caméra de surveillance capable de suivre ses mouvements. Après avoir détruit un Shanfield, Rantaro reçut un appel de Miori, qui l'informa sur le module de commande à distance utilisé par Tina. Après avoir raccroché, Rantaro tenta de bouger à nouveau. Malheureusement, plusieurs Shanfield réapparurent et lancèrent une attaque contre lui, le forçant à trouver un endroit où se cacher. Juste à ce moment, Miori envoya des informations sur l'emplacement de l'arme à télécommande, qui se trouvait maintenant sur le toit de l'école. Sans hésiter, Rantaro se précipita à l'endroit désigné, où il réussit à neutraliser les deux Shanfield en faction grâce à ses compétences de tireur d'élite, désactivant les caméras de surveillance flottantes. Apercevant Tina dans une pièce, Rantaro se lança immédiatement à sa poursuite, mais elle échappa à sa vue dans l'enceinte de la pièce. Pendant ce temps, Miori lui rappela de rester vigilant. Soudain, Tina réapparut et lança une attaque contre lui, le rendant finalement inconscient. En cet instant, Rantaro tenta de saisir la souffrance de la jeune fille. Simultanément, une lumière éblouissante émana de lui, qu'il utilisa pour maîtriser Tina, la faisant chuter à un étage inférieur. Désespéré et le suppliant de mettre fin à sa vie, Rantaro refusa, mais son affrontement avec Tina fut interrompu par Takuto et d'autres gardes qui cherchaient à éliminer la jeune fille. Heureusement, Setanchi arriva, accordant à Rantaro une augmentation de niveau en reconnaissance de la capture de l'assaillante qu'il avait tirée. Avec son statut élevé, Rantaro dépassait désormais Takuto et les autres, et il leur ordonna de libérer Tina. Une semaine plus tard, Rantaro apprit que Sujan était revenu à Osaka, rendant difficile la collecte de preuves le liant à Ain, le boss de Tina. Pendant ce temps, Tina était retenue captive au Saint Palais de Setanchi, et Rantaro envisageait des moyens de réduire sa peine. En arrivant au bureau, il fut surpris de trouver Tina travaillant là-bas et s'étant liée d'amitié avec Anju et Kisara. Une nuit, une troupe fut prise de court par une attaque de Gastrea qui provoqua l'explosion d'une installation militaire. Le matin venu, Setanchi visita le district 39, où Rantaro et Kisara avaient créé une école élémentaire improvisée pour éduquer les enfants maudits sous la tutelle de Matsuzaki. Après avoir salué tous les enfants, Setanchi rencontra Rantaro et Kisara pour discuter de l'attaque de Gastrea de Stade 4, qui avait causé des dommages importants au nouveau monolithe en construction. Cela constituait une menace significative, facilitant le ciblage du Tokyo par Gastrea. Pour contrer cette menace, Setanchi prévoyait de former un adjuvant, un groupe d'officiers civils collaborant avec la force aérienne japonaise. Elle demanda à Rantaro de diriger ce groupe et d'aider le gouvernement à faire face à la menace de Gastrea pendant la construction du nouveau mur du monolithe. En rentrant chez lui, il trouva Anju et Tina qui y séjournaient. Tous profitèrent d'une délicieuse pizza que Tina avait préparée, puis firent une pause. Comme Rantaro et Tina ne pouvaient pas dormir, ils discutèrent en contemplant la belle vue nocturne depuis la fenêtre. Rantaro parla de l'attaque de Gastrea qui pourrait détruire le monolithe, et Tina lui offrit son aide pour résoudre ce problème. Le lendemain matin, la nouvelle de la mort du leader activiste opposé aux enfants maudits se répandit dans les médias, laissant beaucoup penser que les enfants maudits étaient responsables du meurtre. Entre-temps, Rantaro invita Tina à un voyage et recruta des personnes pour former une équipe d'adjuvants. En chemin, ils rencontrèrent des enfants maudits chantant avec de belles voix. Rantaro remarqua une fille particulière parmi eux, les yeux couverts d'un tissu et les yeux bandés. C'était inhabituel car les enfants maudits ne devraient pas être malades. La fille expliqua qu'elle s'était intentionnellement blessée à l'œil car sa mère la méprisait pour avoir des yeux rouges, ce qui l'avait conduite à être chassée de chez elle.
Rantarou réalisa que la région n'était pas sûre, surtout avec la réaction du public à la mort de l'activiste, alors il encouragea la fille à trouver un endroit plus sûr. Peu de temps après, Rantarou et Tina poursuivirent leur voyage jusqu'à la maison de Katajiri Tamaki, une autre promotrice. Il sembla qu'ils n'étaient pas très bien accueillis par la sœur cadette et l'initiatrice de Tamaki, Katajiri Uzuki. Heureusement, Tamaki les autorisa à entrer, et Rantarou expliqua qu'il voulait que Tamaki rejoigne leur groupe d'adjuvants. Lorsque Tamaki refusa, ils décidèrent de régler cela par un combat. Après un échange de coups, Rantarou, avec ses compétences, parvint à vaincre Tamaki. Entre-temps, Tina se battit avec Uzuki et sortit également victorieuse, amenant les deux à accepter de rejoindre l'adjuvant. Le jour suivant, Rantarou invita Tina à rencontrer Sumire pour discuter de l'attaque de Gastrea. Tina avait initialement démissionné du service de sécurité civile pour éviter de mettre Rantarou et les autres en danger. Cependant, Rantarou la convainquit de retrouver son enthousiasme pour protéger tout le monde. Pendant que Tina dormait, Sumire suggéra à Rantarou de ne pas trop s'impliquer avec les enfants maudits car ils étaient différents. Mais il refusa et resta déterminé à vaincre Gastrea pour assurer la liberté des enfants maudits. Sumire partagea également les dernières nouvelles sur le mur du monolithe, qui était devenu blanc et avait été détruit. Comme cette nouvelle s'était répandue dans la société, Setanchi décida de tenir une émission en direct pour aborder officiellement la situation, malgré le poids qu'elle devait porter seule. Quelques jours plus tard, au lieu de rassemblement du groupe d'adjuvants, Rantarou et Tamaki discutèrent de l'idée d'utiliser des examens pour sélectionner des individus pour la protection souterraine. Pendant ce temps, Tina, Anju et Uzuki installèrent une tente simple car elle n'était pas officiellement enregistrée en tant qu'adjuvant. Il n'y a pas si longtemps, Rantarou et Anju avaient repéré des membres potentiels pour le groupe d'adjuvants lors d'une compétition opposant Brick Nigel à Nagisawa Shuma. Après avoir assisté à leur combat, Shuma et son initiatrice, Midori Fuse, sortirent victorieux. Rantarou s'approcha de Shuma et lui offrit une place dans le groupe d'adjuvants, que Shuma accepta puisqu'il voulait également aider. Ce soir-là, Tamaki et Uzuki arrivèrent avec de nouvelles tentes pour tout le monde. Tous les membres de l'adjuvant se rassemblèrent autour d'un feu de camp, et Kisara, réalisant que Rantarou avait encore besoin de plus de membres pour former un groupe complet, se porta volontaire pour rejoindre avec Tina comme son initiatrice. Pendant qu'ils discutaient, un membre des forces de sécurité arriva avec un message selon lequel le commandant Gagu Nagasama avait convoqué tous les officiers civils pour se rassembler devant le quartier général central. Ils arrivèrent dans la cour du quartier général, où Nagasama donna à tous un discours d'encouragement et leur demanda d'être prêts à agir lorsqu'ils seraient appelés. Rantarou proposa ensuite de déplacer leur campement plus près du nid des Gastrea pour une éventuelle attaque surprise. Après cette discussion, Rantarou et le reste de l'équipe se rassemblèrent une fois de plus, se remontant mutuellement le moral pour la bataille imminente contre les Gastrea. Le lendemain, en attendant les ordres de Nagasama, Rantarou et Kisara donnèrent des cours aux enfants maudits. Ils encouragèrent les enfants à écrire leurs rêves sur des morceaux de papier. Comme tous les enfants écrivaient sincèrement leurs aspirations, Rantarou décida de les emmener en excursion pour visiter le monument de la Révolution du Feu. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, Rantarou et Kisara firent une promenade pour voir le mur du monolithe, qui était devenu blanc en raison du liquide détruisant le varanium injecté par Gastrea. Rantarou trouva étrange que seule une partie du monolithe 32 ait été endommagée, et Kisara soupçonna que les forces de Gastrea avaient peut-être eu besoin de se reposer avant d'attaquer d'autres sections du mur. Ils discutèrent pendant un moment, puis s'allongèrent dans l'herbe, partageant leurs inquiétudes. Rantarou prit la main de Kisara et lui promit de la protéger, ainsi que les autres. Le lendemain, Rantarou se dirigea vers la zone de protection souterraine. En chemin, il rencontra la fille aveugle qu'il avait rencontrée auparavant, harcelée par un groupe de personnes. Il intervint pour les aider, leur montrant son badge d'officier civil, et les brutes se dispersèrent rapidement. La fille aveugle semblait reconnaître Rantarou par sa voix et son toucher. Elle s'excusa pour les ennuis, et il l'encouragea à rentrer chez elle immédiatement. Quand Rantarou retourna au camp, il trouva Tina, Anju et Kisara ensemble. Kisara semblait contrariée parce que les enfants n'étaient pas aussi désireux d'étudier avec elle que d'habitude. Peu de temps après, Tamaki arriva avec une enveloppe contenant des informations sur le monolithe 32. Étrangement, Kisara jeta le papier dans le feu de camp avant de partir. Rantarou parvint à sauver le reste du papier, et il révéla que Tandou Kazumitsu était responsable de la construction du monolithe 32. Un autre jour, Rantarou et Anju se rendirent à l'école des enfants maudits. Anju était excité à l'idée de retrouver ses amis mais fut choqué de découvrir que la zone de l'école était garée accent aigu par la police en raison d'une explosion antérieure. Il y avait des taches de sang partout, et Rantarou se précipita à l'endroit où Matsuzaki était assis en silence. Rantarou vérifia une salle et découvrit plusieurs enfants maudits victimes de l'explosion. Anju, ne comprenant pas ce qui se passait, demanda à Rantarou d'entrer dans la pièce, où elle poussa finalement un cri de douleur en voyant les corps sans vie de ses amis. Se sentant triste, Rantarou s'assit sur le toit du bâtiment et regarda les papiers contenant les rêves des enfants maudits s'envoler dans le vent.
Kisara entra plus tard en contact avec lui et l'informa de la situation au camp, où une bombe avait été découverte. Rantarou soupçonna que c'était l'œuvre de ceux qui n'aimaient pas les enfants maudits. Kisara essaya de le calmer et lui conseilla de ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Tout en restant sur le toit, Rantarou remarqua que le monolithe 32 était détruit encore plus rapidement que prévu. Il se précipita pour retrouver Anju et lui demanda de partir rapidement. Alors qu'ils approchaient du camp, Rantarou et les autres furent témoins d'un combat entre l'armée et Gastrea, entraînant une puissante explosion. Rantarou décida qu'il devait agir de manière indépendante en raison de la situation de plus en plus chaotique. Ils parvinrent à vaincre plusieurs Gastrea, puis retournèrent au camp, pour découvrir qu'une horde de Gastrea avait massacré les officiers civils. Face à un nombre écrasant de Gastrea, Rantarou ordonna à ses collègues de se diriger immédiatement vers la zone de protection souterraine. À cet endroit, Anju et Kisara unirent leurs forces pour aider les personnes blessées. Sumir était également là, cherchant refuge dans le chaos. Plus tard, Rantarou et les autres décidèrent d'utiliser une maison abandonnée comme base temporaire. Après avoir nettoyé la maison et allumé la cheminée, ils se rassemblèrent tous pour le dîner et discutèrent de l'attaque récente des Gastrea. Pendant leur conversation, un gardien arriva et demanda à Rantarou de rencontrer Nagazama. Dans une pièce, Nagazama exprima son désaccord avec la décision de Rantarou de prendre des mesures sans ordre. En conséquence, il dissolut le groupe d'adjuvants et condamna tous ses membres à mort. Rantarou tenta de s'opposer à cette décision, mais Nagazama, qui était également un initiateur, l'attaqua et le mit hors d'état de nuire. Nagazama proposa un marché, il épargnerait leur vie si Rantarou acceptait de s'infiltrer dans le territoire ennemi et d'éliminer les Pléiades, des Gastrea puissants contrôlant les autres, permettant aux troupes de Nagazama d'attaquer Aldebaran, le leader principal des Gastrea. Lorsque Rantarou retourna à la base, il remarqua que tous ses collègues dormaient. Il quitta silencieusement la maison, mais Kisara s'approcha de lui. Elle savait que Nagazama avait demandé à Rantarou de se rendre à la base ennemie pour éviter une punition sévère pour le groupe. Elle supplia Rantarou d'abandonner ses projets, mais il se sentait responsable des erreurs de son groupe et ne pouvait pas faire marche arrière. Il s'éloigna, la laissant derrière lui. En chemin vers la base ennemie, Rantarou rencontra un groupe de Gastrea qui le poursuivait. Il dut plonger dans une rivière pour échapper à leurs attaques. Quand il se réveilla, il fut surpris de trouver Kajtan et Koina l'aidant à traiter ses blessures. Cette nuit-là, Kajtan l'invita une fois de plus à se joindre à lui, mais Rantarou refusa. Le lendemain matin, il vit qu'ils étaient partis, alors il continua son voyage. Cependant, il fut bientôt surpris de trouver Kajtan et Koina l'attendant à l'extérieur d'une grotte. Ils prétendirent partager le même objectif, et après avoir parcouru une distance, ils atteignirent enfin les Pléiades. Rantarou et Kajtan attaquèrent la créature ensemble et parvinrent à la vaincre. Rantarou décida de contacter Setanchi et de lancer un missile sur Aldebaran. Malheureusement, la créature ne put être détruite, et Rantarou se souvint des paroles de Nagazama sur l'immortalité d'Aldebaran. Plus tard, lorsqu'il revint au camp détruit, Kisara s'approcha de lui avec la nouvelle de la mort de Nagazama. Rantarou fut nommé nouveau commandant de guerre pour remplacer Nagazama. Le lendemain, Rantarou et les autres se rassemblèrent pour élaborer une stratégie contre Aldebaran. Ils choisirent le monument de la Révolution du Feu comme point de rencontre. Cette nuit-là, ils attendirent dans l'obscurité pour éviter d'être détectés par l'ennemi, tandis que des centaines de lanternes flottaient dans le ciel comme un symbole d'espoir, relâché par les résidents de la ville priant pour le bonheur. Setanchi contacta Rantarou et lui confia l'avenir de Tokyo ainsi que de son équipe. À mesure que les Gastrea approchaient, les troupes commencèrent à tirer sur le monstre. Rantarou et Anju se dirigèrent vers l'emplacement d'Aldebaran après que les autres eurent décidé de s'occuper des Gastrea dans la ville. Lorsqu'ils se rapprochèrent d'Aldebaran, Rantarou tenta de lancer une bombe dans la bouche de la créature, mais elle n'explosa pas. Ils durent recourir à une attaque directe pour activer la bombe. Rantarou fit s'évanouir Anju et se prépara à attaquer la créature, mais Aldebaran contre-attaqua avec un liquide destructeur de varanium, le laissant impuissant. Shuma vint à sa rescousse et parvint à activer la bombe dans la bouche d'Aldebaran. L'explosion qui s'ensuivit tua Aldebaran et créa un cratère massif. Quelques jours après leur victoire, Kisara confronta Kazumitsu, qui avait commis un crime en utilisant des matériaux de qualité inférieure sur le monolithe 32. Ce matériau bon marché rendit le mur vulnérable aux attaques des Gastrea. Kisara interrogea Kazumitsu sur la raison pour laquelle il avait ourdi l'attaque qui avait tué ses parents. Il expliqua qu'il avait été forcé de le faire parce que le père de Kisara exposait les crimes de la famille Tandu. Kisara provoqua Kazumitsu en duel pour venger ses parents, et après une bataille acharnée, elle le vainquit avec son épée. À la fin de l'anime, Setanchi annonce une nouvelle ère pour Tokyo, célébrant leur victoire sur les Gastrea. Rantarou et Anju sont dans un train en direction du Saint-Palais, où Anju recevra une récompense de la part de Setanchi. Cependant, leur voyage est interrompu lorsque le train s'arrête en raison d'un accident à la station du 3e district. Anju se souvient de ses amis de l'école d'urgence qui sont morts, et Rantarou la réconforte. Il exprime sa crainte de la perdre,
mais Anju le rassure et promet qu'ils resteront toujours ensemble. La leçon morale de l'histoire est que, peu importe à quel point la vie devient difficile et combien de problèmes nous rencontrons, il est crucial de faire ce qui est juste, d'aider ceux qui en ont besoin et de coopérer avec les autres pour surmonter les difficultés.